à cette journée d'études qui porte sur l'écrit-lecture et l'infovisualisation. Comme le disait Julien, cette journée d'études s'inscrit dans la continuité du séminaire Numérève. Et cette journée d'études est portée à la fois par la MSH Sud et par le laboratoire l'ERA-CERIC, une équipe de chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Donc effectivement, cette journée va être divisée en deux parties. Donc la matinée va être consacrée à l'écrit-lecture et l'après-midi va porter plus particulièrement sur l'infovisualisation des données de la recherche. Donc la matinée, ce sera plutôt Evelyne Broudou qui va vous parler. Evelyne Broudou est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'INTD à Paris. Et elle fait partie également des chercheurs associés à l'équipe de recherche d'ICEN-IDF. Donc, ces travaux de recherche concernent le web en tant qu'espace de redocumentarisation et d'éditorialisation. Elle a mené plusieurs projets de recherche autour des outils d'écrit-lecture, conjointement d'ailleurs avec Gérald qui vous parlera, cet après-midi. Elle a ainsi animé avec Gérald des séminaires de recherche autour d'écrit-lecture et Gérald et Evelyne ont publié très dernièrement un ouvrage qui s'intitule « Écrit-lecture remontée dans le comité scientifique ». Donc il vient de paraître il y a un mois environ, il me semble. Donc la matinée va être divisée en deux parties. Tout d'abord, Evelyne vous présentera la notion d'écrit-lecture. Elle viendra un peu sur les origines de cette notion-là. Elle vous présentera cette notion et elle viendra également sur les différences avec la littérature. Puis, elle viendra dans un second temps sur la notion d'autorité dans le comité scientifique. Entre chaque présentation, il y aura un petit débat avec vous, avec les participants. L'après-midi portera plus particulièrement sur l'infovisualisation de données de la recherche en SHS. L'après-midi, Gérald nous fera deux présentations. Il est maître de conférence également en sciences de l'information et de la communication. Il est également à l'INTD au CNAM à Paris et il fait également partie du laboratoire de recherche d'ICEN-IDF. Il a plusieurs thèmes de recherche. Il travaille sur les interfaces des systèmes d'information, il travaille sur les systèmes de recommandation et les moteurs de recommandation, la représentation des connaissances, les recherches d'information et les web données, et même également les bibliothèques numériques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il a également travaillé avec Evelyne d'ailleurs sur la notion d'écrit-lecture, mais cet après-midi, il viendra plus particulièrement sur les questions liées à l'infovisualisation des données de la recherche. Donc, dans un premier temps, il nous fera un petit retour d'expérience et une étude pratique dans le domaine de l'histoire de l'art. Et dans une deuxième partie, il viendra plus particulièrement sur les apports et les bénéfices supposés de l'infovisualisation pour les données de la recherche. Là également, il nous fera un petit retour d'expérience dans le domaine de l'histoire de l'art. Donc, comme la matinée, entre chaque présentation, il y aura un temps de parole, l'échange avec les participants de la salle. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Evelyne. Il ne me reste plus qu'à remercier à la fois Evelyne et Gérald d'avoir fait le déplacement à Montpellier et de vouloir s'impliquer tout au long de ces journées, parce qu'ils vont beaucoup parler. Donc, merci à eux pour cet investissement. Donc, merci Reims de nous avoir présenté Gérald et moi-même, puisque effectivement le travail que je vais, enfin non, je ne présente pas le travail justement, je vais présenter une notion, mais elle est issue d'un travail que nous avons mené en commun avec un projet Aztec qui a permis en fait la tenue d'un séminaire. Et là, effectivement, publication d'un livre que nous avons coordonné Gérald et moi-même, autour de la notion d'écrit-lecture, que nous avons, le titre c'est donc écrit-lecture augmentée dans les communautés scientifiques, donc avec la visée particulière d'expliciter la notion d'écrit-lecture
dans différents cas. Je pense que nous avons bien réussi, enfin, au moins une vue panoramique de ce qui se fait actuellement. Fin pub. Donc voilà, je vais donc vous présenter l'écrit-lecture en trois temps. C'est vrai que je vais différencier d'abord la lecture de l'écrit-lecture. Après, je rentrerai, bon, ça va être essentiellement historique, hein, cette présentation. Je rentrerai dans des cas particuliers de l'écrit-lecture et la notion d'annotation dynamique. Donc, pour commencer, effectivement, je vais revenir, voilà, je vais prendre quelques petits points. C'est difficile, toute une période est difficile à résumer en quelques diapos, mais c'est vrai que la lecture s'est transformée lentement au rythme des modifications des supports d'écriture. Et au Moyen-Âge, en fait, on préparait à l'écriture, mais on ne préparait absolument pas à la lecture. Hein. On formait essentiellement des copistes qui, quelquefois, étaient même illettrés. Donc, ils copiaient, mais ils ne pouvaient pratiquement pas lire, enfin très difficilement, ce qu'ils écrivaient. Donc, à l'époque, les phrases étaient sans espace, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mots. Il y avait ni majuscule ni ponctuation. Et alors voilà, je fais tout de suite un saut au XIIe siècle avec la circulation des livres. Alors on peut imaginer aussi que l'époque, les livres étaient énormes, donc on ne pouvait pas les porter, on ne pouvait pas, ils étaient sur des supports, c'était difficile de les... la manipulation déjà était compliquée. Et donc on a une transformation avec la circulation des livres qui s'accélère au XIIe siècle. Donc on commence en fait à étudier le texte. Alors, il y a la notion de ruminatio hein, qui servait de base à la méditation, non pas à la médiation comme j'ai écrit, et on appelle ça la lectio scolastique. Et du coup, la lecture commence à on n'annonce plus un texte, hein, elle commence à devenir une pratique de consultation. On consulte les choses et donc on peut s'organiser à l'avance. On organise à l'avance la consultation qu'on va avoir de cet écrit. Alors, un exemple là de première segmentation du texte en unité de sens. Donc là, j'ai mis 347-420, ça correspond en fait à la durée de vie de l'auteur et non pas un repérage dans le temps, enfin d'une période dans le temps. En tout cas, là, on repère des paragraphes avec la notion de percola et comata. C'est-à-dire que pour faciliter cette lecture qui commence à s'intérioriser, on met une lettrine pour démarrer une phrase et quand la phrase arrive au bout, au bout de la ligne, eh bien, on fait un retour ligne et on a un renfoncement d'alinéa pour pour bien montrer en fait, qu'elle fait partie d'un paragraphe. En fait, on est dans une notion de pré-paragraphe ici. Donc il y a une indentation, et là, vous voyez, par exemple, cette capture d'écran la montre 2 colonnes, donc on est aussi maintenant dans le colonnage. Donc la lettrure, en fait, vient de cette période, elle vient du livre. Et on pourrait même la situer directement avec la notion d'auctoritas, qui à l'époque signifie un repérage en fait des écrits avec la première phrase du texte. L'auctoritas en fait est la première phrase, c'est une sentence qui fait office de titre, en fait, parce qu'il n'y a pas de titre. Et c'est celle-là qu'on va reprendre quand on va varier en fait, sur le texte ancien. Donc c'est vraiment la citation vient de cette notion-là, cette première phrase, cet incipit qui fait autorité. Alors là, je vais voilà, un petit peu citer Illich, Ivan Illich, qui a étudié donc, les pratiques d'écriture-lecture et lecture de Saint-Victor. Donc, je disais qu'on pouvait préparer sa lecture, et donc on va appeler ça l'ordinatio. C'est-à-dire que le lecteur est amené à choisir progressivement ce qu'il lit
l'ordre en fait dans lequel il va lire en fonction finalement d'un imprimé qui déjà, enfin l'imprimé qui à l'époque n'existait pas, mais donc une représentation graphique qui est déjà ordonnée. Donc on a une argumentation voilà, qui commence à se montrer en fait, à travers sa représentation graphique. Donc l'ordinatio, c'est choisir soi-même un sujet et mettre son ordre propre dans la disposition des parties. Donc bon, je vais arrêter cet aspect voilà, un peu historique, je dirais, vraiment très rapidement parcouru pour rentrer dans cette comparaison entre lettrure et écrit-lecture. Donc si on reprend l'article de Souchier qui passe un certain temps à définir la lettrure, mais non pas finalement dans son activité ancienne, voilà, activité duelle et conjointe de lecture, mais plutôt rapportée à la culture du livre, à une pratique savante dans une perspective érudite. Cette lettrure est rapportée systématiquement au livre, en fait. Et donc Emmanuel Souchier l'a définit aussi dans l'idée de faire face à la notion de information literacy, hein, cette littératie que tout le monde parle de littératie, et de dire, bon, finalement, on a un terme, ça s'appelle la lettrure, pour signifier lettré, pourquoi ne pas employer lettrure? Donc il n'y a pas cette idée au départ, hein, alors peut-être maintenant c'est en train de changer justement, mais en tout cas au départ il n'y a pas cette idée d'analyser les pratiques actuelles d'écriture-lecture érudite et comment elles peuvent être, enfin quels sont les changements en cours. Voilà, et c'est pour ça que la notion d'écrit-lecture est pratique parce que justement elle a été très tôt définie par des acteurs qui étaient vraiment impliqués dans les pratiques d'écriture à l'aide de l'informatique. Donc les premiers acteurs, on va dire, les acteurs, ce sont des littéraires en fait. Donc voici, alors voilà, si on reprend une écrit-lecture, enfin une définition d'écrit-lecture. L'acte d'écrit-lecture, d'écriture et de lecture interactive est conçu comme une action périphérique faite par l'utilisateur d'un ordinateur autour d'un fragment de texte de référence. Donc ça, c'est Villemin, 1990. Il y a la notion de fragment de texte ici qui apparaît. Donc voilà, je vais reciter quelques Villemin plusieurs fois, ou Villemin, voilà, pour... D'ailleurs, je l'ai écrit de façon différente. Je varie sur le nom de l'auteur. Donc... Voilà, l'imprimerie, déjà, voilà, sa première grande caractéristique, c'est séparer l'écriture de la lecture. Hein, tout le monde l'a compris, c'est-à-dire que l'imprimerie à caractère mobile, hein, vous avez quelqu'un qui écrit et qui... vous avez toute des étapes de fabrication avant que l'ouvrage, ici, puisse être disponible et être lu. Donc, ce que dit Vuillemin, c'est que, il le dit très tôt, hein, en 1999, d'autres l'ont dit, hein, Emmanuel Souchier, voilà, d'autres personnes se sont intéressées très tôt à ça, aux États-Unis aussi. Il y a quelque chose qui se passe de spécifique. Hein. Effectivement, on lit avec un clavier à portée de main, donc forcément, on est face à un outil d'écriture. Et Vuillemin dit, le dialogue en mode conversationnel avec l'instrument consiste alors à imbriquer ces deux actions l'une dans l'autre. Chaque fois que l'ordinateur invite l'utilisateur à écrire un message, la lecture et l'écriture tendent à se fondre dans une entité unique, un acte d'écrit-lecture. Alors, je reviendrai après sur d'où vient ce terme. Et avant, je vais quand même passer sur un certain nombre d'appellations qui focalise sur cette transformation de la lecture avec les innovations qui se sont succédées à partir du moment où on a eu un poste informatique. Alors, je dirais qu'il y a d'abord la lecture pré-web, c'est-à-dire on est dans les premiers systèmes de mise en relation de documents et d'écriture collective sur les documents avec le projet Intermedia à l'université de Brown aux États-Unis
dans les années 90. Et ce sont des littéraires, hein, on peut dire les précurseurs, hein, ce sont des études de lettres qui ont étudié des auteurs à distance sur le même document. Donc ça, c'est la première lecture hypertexte. Et Arcet est un de ceux qui a théorisé l'hyperlecture, on peut dire, en appelant ça le cybertexte à l'époque. Et en focalisant, alors je vais vous lire la traduction française, hein, dans un processus cybertextuel, l'utilisateur déroule une séquence sémiotique et ce mouvement de sélection est un travail de construction physique dont les différents concepts de lecture ne suffisent pas à rendre compte. J'appelle ce phénomène ergodique, utilisant un terme emprunté au vocabulaire de la physique, qui vient du grec ergon et odos, qui signifie travail et chemin. Donc en fait, voilà, le parcours de lecture, le fait de cliquer sur un terme pour changer de fragment, eh bien c'est un travail spécifique. Alors après, évidemment, on se sont engouffrés dans ce travail différentes études. On parcourra aussi très brièvement tout à l'heure un certain nombre d'acteurs. Alors, l'écrit-lecture elle-même, hein, c'est Pedro Barbosa, hein, qui le théorise en 1992, écrit Leitura, donc il est portugais, et c'est dans sa thèse, qui est une première thèse sur la génération automatique de texte. Hein, il faut dire ce qui est, c'est de la génération automatique de texte. Donc là, on est dans une conception en fait, du texte qui va être lu, programmé, et finalement, il y a quelque chose qui va s'interposer entre ce que l'auteur a choisi de paramétrer, de modéliser, et le lecteur, c'est un programme. Donc, il y a un phénomène de délégation au lecteur de la constitution de texte à lire. Alors, ça paraît un peu paradoxal, parce que je viens de dire, bon, c'est le programme qui constitue voilà, qui va assembler un certain nombre de textes suivant des règles pour pouvoir être lus. Mais voilà, ça a été un peu le credo de la génération de textes, c'est de dire finalement, c'est toujours le lecteur qui interprète, mais là, comme l'auteur se dessaisit finalement d'un certain nombre, de son intentionnalité, enfin son intentionnalité se saisit en amont, le lecteur se retrouve sa position d'interprétation est forcément devenue consciente, je dirais. Un lecteur qui lit en fait de la génération de texte, enfin, qui accepte de rentrer dans ce type de lecture, il est beaucoup plus conscient de l'interprétation, de sa propre interprétation, que lorsqu'il recherche l'intentionnalité de l'auteur. Hein, donc il y a quelque chose qui est une lecture un peu... je ne dirais pas qu'on se lit soi-même, mais il y a quelque chose de ça. Il faut avoir expérimenté en fait, ce genre de texte pour se rendre compte. Donc voilà, on est dans la génération de texte, la modélisation du lecteur et le renouveau des variations, justement. Ça, pour le coup, là, on a l'impression de revenir en arrière parce que d'un seul coup, on se retrouve avec des variations à partir d'un texte, alors qu'il y a voilà, quelques... 500 ans, eh bien, on en était aussi à varier sur des textes anciens. Même, alors, voilà, encore une petite rentrée, une petite différenciation entre texte à programme et comment on arrive au texte programmé, finalement. Alors, si on prend Pérec et son organigramme intitulé « L'art et la manière d'aborder son chef de service », effectivement, on est dans un texte à programme, donc je ne sais pas si vous avez vu, on déroule en fait tout un graphe en disant est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est in the mood à être abordé, etc. etc. Bon, c'est un texte très humoristique. Et cette notion de texte programmé a rassemblé effectivement un certain nombre d'auteurs français. Donc là, je cite Philippe Boutz, Alexandre Guerbon, Tibor Pape, Jean-Pierre Balp et Antoine Schmitt dans le groupe transitoire observable donc au début des années 2000, qui a rassemblé, effectivement, ça a donné lieu à un mouvement littéraire.
Alors maintenant, je reviens à la rhétorique, enfin à la lecture hypertexte, pour revenir sur ce lien qu'on clique et qui exige un travail de la part du lecteur. Donc, dans Intermédia, le premier système de mise en relation de texte, en fait, le lecteur choisit, lorsqu'il clique sur un texte, il est dans une liste de liens. Hein, donc, on est dans des liens multidirectionnels. On n'est pas dans des liens unidirectionnels ni bidirectionnels, je ne sais pas. Donc en fait, les premiers systèmes hypertextes ne sont pas celui qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire un lien qui peut être bidirectionnel mais qui ne l'est pas forcément. Et lorsqu'on clique sur un lien, mais on n'a pas encore aujourd'hui, enfin on peut l'avoir, mais dans la lecture, je dirais, courante sur le web, on n'a pas une liste de liens qui s'affiche. À chaque lien, on va vers une encre, un texte encre. Et la rhétorique du lien hypertexte, donc j'ai cité Brown University, évidemment, des auteurs ont commencé à s'y attacher. Alors je cite Jean Clément, Olivier Child qui en a parlé, Serge Bouchardon avec l'art de l'ellipse, et dernièrement donc Alexandra Zemer avec sa sémiorhétorique de l'hypertexte, son HDR, qui a mis en évidence quelque chose d'intéressant, c'est que on peut très bien, en fait, quand on clique sur un lien, enfin quand l'auteur crée un lien, donc ça c'est dans son étude des écritures journalistiques, bien dire tout à fait autre chose que ce que le lien est censé apporter dans une suite. C'est-à-dire que ça peut être un regard critique, par exemple, d'un journaliste qui s'effectue, au lieu de donner un exemple, il peut donner un contre-exemple. Donc du coup, il y a une forme de contradiction, il y a un jeu avec l'hyperlien qui fait que ça reste quelque chose du domaine du non maîtrisé, hein, ce à quoi il mène. Revenons au reader, parce qu'il y a eu quand même le reader, W-R-E-A-D-E-R, encore un néologisme. Celui-là, apparemment, c'est Ted... non, c'est pas Ted Nelson qui a imaginé le reader, c'est le système hypertextuel. C'est l'activité du lecteur. Alors, le reader, c'est Brown University. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais quel auteur c'est, si c'est Landau ou un autre, mais c'est la Brown University. Donc là, on commence à dire, eh bien, oui, à l'activité... on peut, voilà, annoter, commenter. Alors, c'est un néologisme qui n'a pas fait long feu, hein. Ça a été le temps, en fait, des fictions hypertextuelles. Hein. C'était ce fameux temps de l'expérimentation des fictions hypertextuelles, story space, etc. Donc là, on avait ce story space qui permettait, effectivement, non seulement de générer automatiquement des liens à partir de fragments, hein, c'était comme ce que permettait l'outil, et là, on expérimentait, voilà, on voulait expérimenter finalement l'ajout du lecteur d'annotations et commentaires. Donc on est là aussi, fin des années 90, début des années 2000. Alors, je vais arriver à notre... J'avance tout doucement avec Vuillemin, hein, que je reprends de manière régulière. Alors, je cite, hein, « L'idéal serait que la lecture puisse induire un acte d'écriture et les actes de réécriture, un acte de relecture qui puisse se faire non seulement autour d'un texte, mais aussi en quelque sorte à l'intérieur de ce texte, dans son épaisseur intratextuelle et intertextuelle. » Alors là, on a quelque chose de splendide parce qu'il est en train de nous dire « Nous pouvons intervenir, nous pouvons écrire dans le texte, mais aussi à l'extérieur du texte. Donc nous pouvons nous situer dans l'intertextualité, et en même temps, nous pouvons rester à l'intérieur. Donc on a déjà deux types d'annotation là. Lorsque ce processus d'intégration s'affirmera, la lecture cessera d'être assistée par ordinateur pour devenir une forme de lecture active, voire interactive, jusqu'à se transformer en une action dynamique, sans doute indéfiniment renouvelée, bref, en une véritable action d'écrit-lecture créatrice. Bon, là, évidemment, on a quelque chose de l'ordre de l'utopique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut raccorder cette idée à effectivement un projet de recherche, hein, auquel Vuillemin a participé dans les années 90 pour les lecteurs de la BNF. C'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, il y a eu deux projets, et à l'origine,
avait été prévu dans les postes de consultation de la BNF la possibilité de pouvoir donc d'annoter et pouvoir regarder ce que les lecteurs qui étaient passés avant vous avaient regardé. Et d'ailleurs, au tout début, j'ai eu la chance de pouvoir terminer ma thèse au tout début de l'ouverture du rez-de-jardin à la BNF. Voilà, à l'époque, on n'était pas très regardant, je pense, sur la notion de vie privée, mais enfin, en tout cas, on pouvait voir ce que les autres avaient consulté avant vous. Enfin, simplement, c'était pas enregistré de manière en fait volontaire, mais on pouvait accéder à l'historique des personnes qui étaient passées avant vous. Et du coup, si les personnes avaient eu les mêmes intérêts que vous, ça aurait été intéressant de partager. Donc, il y avait cette idée ici, vraiment de, voilà. Alors, je vais lire sa définition. Il sera possible de constituer un corpus de texte à partir des collections, de l'organiser en y introduisant des signaux et des balises, puis d'y associer des annotations et des commentaires à propos de fragments qui auront été sélectionnés au préalable. Donc là, il y a vraiment l'idée de je consulte des documents, je rajoute des annotations ou des commentaires, et si possible, je les laisse accessibles, je les rends accessibles pour que ceux qui vont me suivre puissent en profiter. Donc là, maintenant, je vais revenir au prolongement actuel, finalement, de cette annotation dynamique que Lise et Hans ont magnifiquement appelée éditorialisation sémantique. C'est vrai que j'ai découvert tardivement l'article, mais bon, je suis bien contente de pouvoir ici le mettre en valeur parce que ça me semble très intéressant. Donc au jour d'aujourd'hui, on a effectivement, alors là je vais aller très vite, c'est là où Gérald pourrait s'asseoir à côté de moi et développer s'il le souhaitait, s'il le souhaite. S'il le souhaite maintenant, voilà. Donc là, on a des données liées qui... hop. Donc, du temps de la BNF, en fait, j'ai fait un énorme pas en avant. On a l'open data est arrivé, les données liées existent. Et le concept de publication sémantique a été réalisé. Et donc, on a l'enrichissement sémantique des publications scientifiques. Alors, si tu veux apporter un éclairage sur les données liées, ou si tu veux faire un lien, Gérald, je te laisse, et avant de continuer sur l'éditorialisation sémantique telle que vous l'avez définie. C'est bon, c'est parti. Oui, sur l'éditorialisation sémantique, peut-être pour revenir quelques secondes sur ce que tu avais présenté à propos d'Alexandra, avec une espèce de rhétorique qu'on pouvait avoir, une sémio-rhétorique. Il y avait deux aspects. Donc le premier aspect que tu as développé donc par rapport à Alexandra Samer, qui était le fait de pouvoir faire des jeux de langage par rapport à l'écrit de l'hypertexte. Et alors, ce que j'en avais compris également, c'est qu'il y en avait la possibilité, quand on utilisait des moyens de décrire un hyperlien, mais des moyens techniques de décrire un hyperlien, on a la possibilité, en plus du fait d'avoir un sens qui va être différent et donc de faire une figure rhétorique avec le sens en lui-même, avec la méthodologie de description, on peut également faire des figures. Je ne sais pas si on avait la même acception. Oui, il y avait différentes facettes. Oui, il y avait différentes facettes. Autrement, oui, donc pour faire de l'éditorialisation sémantique également, il y avait une partie qui m'avait paru très intéressante. C'était le fait de choisir ou de ne pas choisir des langages de description qui sont en ligne, des schémas par exemple, des schémas ou qui ont des intentionnalités de description différentes, selon qu'on prend du schéma.org ou qu'on prend du Dublin Core, qui n'ont pas été réalisés par les mêmes personnes, pas avec la même peut-être intentionnalité scientifique derrière, pas avec les mêmes groupes, on va dire, de réflexion, voire de pression, parce qu'il y en a certains qui sont organisés par
par des organismes à but lucratif, et d'autres qui sont organisés par des communautés de pratique, mais des réelles communautés de pratique sans visée financière derrière. Voilà. Et donc le fait d'utiliser tel langage plutôt qu'un autre, telle autorité. Les autorités également ne sont pas forcément toujours indépendantes les unes des autres. Vocabulaire contrôlé. Oui, les vocabulaires contrôlés. Et les autorités, oui, les autorités pour décrire une personne, pour décrire un lieu. Il existe des autorités à l'échelon national et à l'échelon international. Et quand on choisit, donc dans le texte, visuellement, dans la lecture écran, ça n'a aucune incidence, puisque de toute façon on le visualise, et on a un rendu écran, mais derrière il y a une calculabilité numérique, pour reprendre le vocabulaire de Bachimon, les fragments, effectivement, les fragments sont intérieurement dans le code qu'il y a derrière, ils sont décrits, ils sont encapsulés, et il y a une intentionnalité qui va être calculée derrière éventuellement. D'accord. Voilà. Merci Gérald. Donc je continue. Tu peux rester si tu veux. Je m'aperçois que l'heure tourne. Donc revenons sur la notion d'éditorialisation sémantique de Lise Perlait et Hans Dillers. Enrichissement du contenu des articles avec des données interactives, renforcement du sens des articles à travers un système de balisage, excusez-moi j'énumère, balisage sémantique, fourniture des liens directs vers des ressources externes ou vers les références citées, fourniture d'un accès direct aux données de la recherche, et dans l'objectif d'encourager la découverte et la réutilisation des nouvelles connaissances en publiant l'article et les données de recherche dans des formats lisibles par les machines. Alors, cela, je pose évidemment quelques questions autour de cette éditorialisation. Quelle autorité pour le lecteur? Si c'est lui qui pose un commentaire, si c'est lui qui met un lien externe, quelle autorité de la source? Quelle autorité pour le baliseur, puisque vous proposez même un système, finalement, un nouveau rôle, qui est celui d'encoder les données pour effectivement qu'elles puissent être reliées. Qui encode quoi, vers où? Alors c'est vrai qu'on a déjà un ensemble d'outils qui permettent d'annoter sémantiquement. Ce sont les gestionnaires références, en fait, de la dernière génération. Avec, alors on connaît les éditions de métadonnées avec Zotero, on connaît les fonctionnalités collaboratives avec, je ne sais pas, Zotero encore, ou Digo. Si on prend ReadCube, ça intègre maintenant des moteurs de recommandation. Et on a des fonctionnalités annotatives évoluées qui sont de l'ordre du surlignage, de l'ajout de notes et même du mapping, c'est-à-dire la possibilité finalement de représenter sous une mind map un ensemble de documents reliés. Donc du coup, on a déjà pour les pratiques d'écrit-lecture lettrées, entre guillemets, on a déjà accès à un ensemble d'outils qui nous permettent de rentrer dans une écrit-lecture. Voilà, ici, la catégorisation, le surlignage, l'extraction des métadonnées, qui après du document PDF qu'il va falloir corriger, compléter. Et ça nous a donné, en fait, cette notion d'ajout, d'annotation, ça nous a donné aussi l'idée de publication augmentée, alors, qui existe avec Jankowski, là, qui disait finalement un article peut être relié à des illustrations, à des graphiques, à des jeux de données, à ses sources, et à des ressources complémentaires, en fait, corpus de documents qui ont servi au travail, aux hyperliens, etc. Mais cette notion de publication augmentée, elle a été aussi tout de suite, finalement, si on regarde ce document,
cette proposition, finalement, on a l'impression que le corps de l'article disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les liens qui deviennent importants, finalement, ces liens qui vont vers qui vont relier, alors on retrouve effectivement Vannevar Warbush avec non pas son memex, mais As You May Think, c'est-à-dire l'idée que finalement ce qu'on laisse, c'est une construction, c'est plus un contenu, mais une construction de liens, hein, une construction, puisque c'est l'indexation associative, donc une construction finalement de connexion des documents entre eux, hein, ce qu'on va laisser à ses successeurs. C'était ça, l'article termine par cela. Et là, finalement, on se demande si le contenu ne va pas disparaître totalement, s'il n'y a plus que des liens. Et quand on regarde ce genre de choses, ce genre de service, là, par exemple, ici, c'est une capture d'écran d'un service web, où vous voyez, en fait, toute la machinerie qui est capable de se mettre en place derrière cette notion de publication augmentée, dans le but, en fait, de référencer. En fait, c'est un objectif de référencement, ici. Donc ici, voilà, connectivité et publication scientifique. Donc la publication scientifique, ici, puisque je me concentre sur cette figure aujourd'hui, elle est déjà en train de se modifier. Les fonctionnalités de lecture sont déjà disponibles avant publication, ou même en amont de la publication. Il y a déjà en fait des expérimentations en cours, hein, qui consistent finalement à commenter un article avant qu'il soit publié. Bon. Mais en même temps, l'auteur scientifique, déjà bien chargé, à mon avis, se retrouve en tant gestionnaire, devient gestionnaire de ces données, des données liées aux résultats. Donc l'université est censée l'aider à faire ce travail, des métadonnées éditoriales de ses lectures, du référencement de ses publications et de sa visibilité sur le web, entraînant cela ce que j'appelle une tyrannie de la visibilité. Puisque l'influence, etc. Donc on est dans quelque chose qui s'ajoute et qui n'a pas forcément en fait un lien avec l'écrit-lecture telle qu'elle a été pensée au départ, hein, qui était... alors je reviendrai dans la deuxième partie justement, hein, sur l'autorité épistémique, pour le coup, qui serait de l'autorité épistémique. Donc voilà, donc du coup, la lecture savante, est-ce que la lecture elle-même va changer, quoi? Est-ce que la connectivité a déjà transformé la lecture? Qu'est-ce qu'on entend par lecture savante? Alors, est-ce que c'est une lecture appareillée? Est-ce que finalement, cette lecture de consultation, on n'est plus que dans la lecture de consultation, hein, puisque si on clique sur des liens, on va consulter des petits morceaux, des petits fragments. Une lecture qui donne à réfléchir avec de nouvelles sources aussi, ou une lecture immersive et lente. Donc là, je vous ai enlevé la diapo sur l'industrialisation de la lecture, parce que c'est un peu je dirais le côté un peu dérive, hein, qui pourrait se produire. Voilà, et je termine par cette bibliographie qui n'est pas complète. Je rajouterai quelques références. Voilà, j'arrêterai ici pour cette partie. Oui, donc Evelyne, tu disais que le web, au départ, il était directement annotable, les premières pages web. Ah ben oui, bien sûr. Ben oui, alors s'il faut revenir, effectivement, merci de cette question. Effectivement, si on prend le premier navigateur était en fait un scripteur. Il fallait bien éditer les nœuds pour pouvoir les lire. Donc au départ, il y a une activité d'écriture. Le premier lecteur, c'était Nexus, d'ailleurs, c'était son nom indique bien sa fonctionnalité. Et bon, c'est vrai que les premiers systèmes, bien avant le web, quoi, on a les premiers systèmes d'annotation de documents
reliés dans différents projets, donc intermédiaires. Il y avait Augment avant avec Douglas Engelbart. Enfin, il y a eu tout un tas de repères qui indiquent cette tendance. Alors, donc, c'est 1991, je crois, le premier élément de lecture n'était pas seulement l'élément de lecture du web, c'était un élément d'écrit-lecture, c'était un outil d'écrit-lecture directement. C'est après qu'il y a eu cette modification où les pages web, en fait, les navigateurs sont devenus uniquement des outils de, oui, c'est après lecture. L'industrialisation du web et puis les différentes, effectivement. Bon, alors là, il faudrait faire toute une rétrospective sur l'évolution sociotechnique du web avec les langages qui ont permis effectivement ce qu'on appelle le web 2.0, mais aussi ce qui se produit actuellement avec la sémantisation des données qui pour l'instant est encore qu'une couche invisible pour le lecteur, mais qui va devenir, à mon avis, oui, une couche qui sera opérable, enfin fonctionnelle pour un certain type de scripteur. C'est clair. Alors après, c'est vrai que là, je n'ai pas posé la question de l'automatisation. Hein, c'était un peu une réflexion qu'on avait entre nous, l'automatisation en fait de la référence. Alors là, moi, je suis extrêmement méfiante de l'automatisation de la référence, justement, parce que c'est une délégation de l'autorité, pour le coup, qui est très importante. Alors peut-être. Oui, je voulais savoir plus généralement si dans votre réflexion vous avez inclus la transmédialité. La transmédialité ? Oui, enfin le transmédia, le fait justement de concevoir des scénarios. Alors bon, c'est vrai que vous êtes plus spécialisé dans l'écriture scientifique, mais de concevoir des scénarios justement qui intègrent des navigations entre différents types de médias, y compris les réseaux sociaux numériques, et le fait que par rapport à ce scénario, il serait plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même, et je pense que peut-être vous avez fait une typologie des différents annotations, commentaires, enrichissements possibles. Il me semble qu'il y en a certains qui peuvent être, en gros, on peut les lire ou ne pas les lire, on peut écrire ou pas écrire, et on peut quand même suivre un process, et d'autres qui vont transformer en quelque sorte le scénario. Et je voulais savoir si par rapport au transmédia, vous aviez... Oui, bien sûr. En fait, je me suis intéressée à la notion de web documentaire, le genre éditorial du web documentaire. Donc dans le web documentaire, on a un certain nombre... Et le transmédia aussi, effectivement, il y avait beaucoup d'expérimentations qui consistent à faire écrire le lecteur. Hein. Donc si on prend le dernier webdoc, enfin, je ne sais pas si on peut encore l'appeler webdoc, qui était Anarchie, sur France 2, avec un Y, Anarchie. Et donc l'objectif était de faire écrire. Donc on avait des chapitres, on a eu des chapitres entiers qui ont été écrits par les lecteurs, le tout dans une fiction, une fiction de type science-fiction, hein, avec science-fiction politique d'ailleurs. Et alors je pense qu'effectivement, c'est vrai que là je n'en ai pas parlé parce que je me suis concentrée sur cet aspect-là. Mais dès le début, on a des expérimentations qui cherchent à faire écrire, à faire rentrer le lecteur dans l'œuvre, finalement, à laisser ses traces. Alors ça, les littéraires se sont bien amusés avec ça un certain temps, mais ça reste toujours de l'ordre de l'expérimental. On n'arrive pas à systématiser, à trouver justement, à fixer un genre où le lecteur viendrait, s'inscrirait et voilà, apporterait quelque chose, et on pourrait reproduire ce genre en créant voilà, des différentes instanciations. Et ça, on n'arrive pas à le faire, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est l'objectif aussi ? C'est peut-être pas l'objectif non plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à l'heure, vous avez parlé finalement d'une mutation entre le texte lui-même et finalement la représentation du texte par un catalogue de liens, un catalogue de catégorisation, de représentations diverses et variées.
J'aimerais savoir comment vous voyez finalement une certaine perte de sens du document lui-même, dès le moment où on ne fait référence que ce qu'on en a dit, que ce qu'on en a écrit, des diverses catégorisations qu'on en a faites, des divers liens qu'on peut mettre en évidence, et finalement le sens profond du texte lui-même, le texte lui-même, si on n'y a plus accès, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je dirais que c'est un phénomène habituel dans la citation. Quand on cite quelque chose, on efface forcément une partie du document, puisqu'on en sélectionne une partie. Maintenant, moi je serais plutôt pour en fait Alors, il y a une étude, j'y ferai mention tout à l'heure, qui a été faite justement aux États-Unis sur la notion de confiance dans les citations. Et on s'aperçoit que ceux qui vont vérifier les sources, parce que moi j'appelle ça vérifier la source, aller voir le document lui-même, c'est vérifier la source, se situent dans les humanités. Et c'est vrai que ça, tous ceux qui s'intéressent un petit peu, qui font de l'analyse, qui font de l'évaluation scientifique, de documents scientifiques, s'attachent à regarder si finalement les documents qui sont cités ont vraiment été lus. Or, il se trouve que, j'allais dire, ils le sont de moins en moins. Donc on est vraiment dans une espèce de surfacique, mais qui est créé, je dirais, ça c'est toujours pareil, l'outil ne fait rien, c'est tout ce qu'on fait autour qui provoque des résultats. C'est-à-dire que si on est dans une industrie de la publication, une industrie de la citation pour finalement obtenir des financements, on est publish or perish, eh bien vous avez des biais, des formes, des effets de bord, enfin des choses qui se mettent en place avec du plagiat aussi, parce que voilà, ça va beaucoup plus vite de copier plutôt que de s'approprier une pensée et puis de la réécrire. Ça prend du temps. Donc voilà, ça c'est pas l'outil qui le fait, c'est la pression socio-économique qu'on subit tous les jours. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, bon, publish or perish, soit, mais l'objectif quand même, c'est de faire émerger du sens du texte lui-même. Et c'est pas simplement que de l'annoter. Les annotations, ça reste que des béquilles pour le texte. Ah ben non, l'annotation justement. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout parlé. Alors j'ai pas du tout abordé en fait. C'est vrai qu'actuellement je suis plutôt dans l'industrie, la critique de l'industrie de la citation, mais la notation, justement, ça devrait être le résultat de la réflexion. La notation, c'est ça, c'est l'apport supplémentaire. Puis là, pour le coup, s'il y a une augmentation, elle se trouve là. C'est-à-dire que vous avez lu, vous allez voir la référence, ou vous apportez donc... imaginons, vous êtes en train de lire un article, et il y a un lien qui l'amène vers un autre article ou vers un autre document, vous en prenez connaissance et vous ajoutez finalement quelque chose qui est de dire, eh bien oui, voilà ce à quoi ça me fait penser, ou voilà ce qu'il y a dans ce document. Moi, je voyais la notation comme ça. Enfin, pour moi, la notation scientifique, c'est ça. Non, c'est pas de la simplification. Après, voilà, alors après, c'est là où on refait un peu la roue, parce que, bon, c'est vrai qu'Alexandra Zemmer l'a fait, mais d'autres avaient tenté de le faire avant. C'est la typologie, en fait, la rhétorique du lien, c'est-à-dire à quoi sert un lien, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, voilà, parce que quelquefois, effectivement, on veut faire juste une sélection, on veut trouver une petite preuve, puis quelquefois on entraîne la réflexion. Mais là, il faudrait peut-être aussi reconnaître en fait une existence aux articles de réflexion, une existence où l'apport de la personne qui apporte quelque chose est reconnu. Tant qu'on est dans le comptage des citations, enfin, je veux dire, pour l'évaluation des revues, et les revues qui sont classées, etc., suivant les citations, on tourne en rond. Donc, c'est pas qu'on tourne en rond, mais on reste sous un modèle qui nous domine. Oui, merci Evelyne. J'aurais une question concernant justement toutes ces annotations. Alors on le sait que dans nos pratiques
personnel, on annote, on commente, etc. des textes. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai pu observer pour ma part, c'est que au niveau collectif, quand on parle un peu plus de sciences ouvertes, ce genre d'annotation, de commentaires, etc. est assez peu utilisé au final. Et que finalement, il y a des systèmes qui nous sont offerts, mais pas du tout ou très peu utilisés par les chercheurs et qui restent finalement sur un mode privé et qui ont du mal finalement à peut-être alors cette idée de jugement ou cette idée de partage qui manque un petit peu malgré tous les outils qui nous sont offerts. Est-ce que toi, tu as eu ces mêmes observations ou est-ce que tu as trouvé des systèmes justement qui permettaient, qui facilitaient l'échange ou la notation publique, etc. Non, j'ai fait exactement la même... la même remarque, donc d'ailleurs c'est un petit peu amusant de voir, tous les 2-3 ans, voilà, paf, on remet ça, une nouvelle tentative d'ouvrir une revue, par exemple sur Hypothèse, à commentaires avant, donc la revue est publiée, donc elle est aussi ouverte à commentaires libres, une volonté voilà, de faire bouger l'évaluation finalement en disant mettez vos commentaires librement, tout ça ça piétine un peu, donc on a, c'est le GISC qui avait fait ça, à un moment donné, on a des choses qui restent un peu lettres mortes pour le coup, parce que personne ne les utilise. Moi je pense qu'en fait, ça vient aussi je pense qu'il faut revenir, c'est un peu la conclusion d'un article, revenir finalement à l'enseignement de la citation. Comme on enseigne à faire une bibliographie, on n'enseigne pas la citation, on n'enseigne pas. En fait, c'est une espèce de boîte noire, démerdez-vous, en gros. Citez, allez. Mais en fait, si on arrivait à créer finement, enfin, à rentrer en fait dans le rôle justement de l'écriture, pour en revenir à ce que disait monsieur, dans le rôle profond de ce qu'est une écriture, de ce que ça veut dire, faire appel à un auteur ou à une idée, ou comment on orchestre cela dans une démonstration. Si on arrivait finalement à redonner une valeur à cet acte-là, je pense qu'après, la confiance va arriver. Et il faut reprendre tout. C'est difficile de plaquer en fait des ouvertures sur des anciennes habitudes. Donc il faut changer les habitudes de départ. Donc il faut s'y prendre plus tôt. Oui, je voudrais revenir peut-être un peu à la question précédente et sur la notion de sens du texte lui-même, qui m'a un peu fait réfléchir. Est-ce qu'un texte a par lui-même un sens définitif, ou est-ce que c'est les lectures qu'on va en faire qui peuvent le faire évoluer ou compléter son sens? Alors c'est peut-être plus vrai dans les sciences humaines que dans d'autres domaines, mais oui. Il me semble que toutes ces interrogations sur la notation, le commentaire, etc. font réfléchir sur quel est le sens d'un texte, est-ce qu'il est fermé et définitif? C'est le lecteur-interprète d'Anne Jorot. Non, en fait, vous avez tout à fait raison. Enfin, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Le texte n'appartient qu'au lecteur. Enfin bon, il y a de multiples interprétations possibles qui sont en fonction de la personne, de ses intérêts, du contexte, du domaine. Justement, quand je parlais de la génération de textes, c'est ce qu'ont fait ces auteurs-là, c'est remettre le lecteur en face de lui-même en disant, mais voilà, tu trouves du sens à ce texte, mais en réalité, c'est une machine qui l'a produit. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on peut même trouver du sens. Voilà. Donc là, effectivement, c'est tout un... Je suis d'accord avec vous. Maintenant, après... c'est ça qui fait la richesse de la lecture aussi. Oui, merci. Dans la suite de votre intervention, vous aurez des exemples à nous montrer de commentarisation, d'annotation, etc., d'éléments comme ça, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de... Enfin, disons que j'ai enlevé des diapos, en fait. J'ai des sélections, des choses comme ça, mais sur différents modules. Tu veux dire des chapitres ici de... Les chapitres, on a repris des éléments, le journal international, la Fémona, et puis... Oui, il y a il y a quelque chose qu'on pourrait montrer, en fait, très facilement.
c'est le mémoire de Johanna Daniel, s'il est accessible, parce qu'à un moment donné, il n'y était plus. Donc Johanna Daniel a fait en fait son mémoire de fin d'études à l'école des Chartes, et elle a mis son mémoire en annotation, en fait. Donc évidemment, là, on est dans le... Avant d'être noté. Avant d'être noté, et donc elle a fait ça sur WordPress. Et du coup, à un moment donné, elle a eu une avalanche, elle a été un peu piratée par le spam, en fait. Son truc n'était plus accessible, mais je crois qu'elle l'a remis en route. On peut regarder, si on a 5 minutes, on peut regarder, si vous voulez voir un exemple. C'est ça que vous vouliez voir ou... À partir des exemples, ça va nous permettre de mieux voir. Par exemple, ou la hiérarchisation qu'il peut y avoir entre les liens et le texte, enfin voilà quoi. D'accord. Oui, bien sûr. Alors là, il aurait fallu rentrer dans une. Voilà, j'avais. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors pour répondre à la question et illustrer ce qu'Evelyne disait, effectivement, donc au niveau des dispositifs qu'on peut avoir, des dispositifs sociaux d'annotation, donc là c'est extrêmement construit. C'est la revue PeerJ. C'est une revue qui permet l'annotation, mais en ligne, de tout le processus éditorial. Il faudrait que je zoome un peu plus, je crois. Voilà. Donc là, il y a une transparence totale de cette revue. On a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble du processus éditorial depuis le point 0, c'est-à-dire le moment où la revue reçoit les premières propositions en réponse à l'appel. Et on a l'intégralité également des échanges intégrés. On a la possibilité de les consulter. L'intégralité des échanges entre les relecteurs et les personnes qui participent à la création de l'article. Donc ça, c'est un souci de transparence. Mais pour le lecteur final, celui qui a accès à la revue dans sa version finale, il peut également interpeller l'auteur et poser des questions sur des points précis. Et évidemment, tout ça, c'est logué pour éviter de faire du spam, tout simplement. Donc poser des questions donc forcément pertinentes sur le sujet. Alors après, je ne sais pas quelle est l'éditorialisation qu'il va y avoir derrière, savoir est-ce que ça va être conservé ou pas, si c'est hors sujet. Mais en tout cas, ça c'était un premier élément qui était intéressant. On avait également, je ne sais pas si j'avais fait une capture de Alexandre Monin. Non. Donc, Alexandre Monin, lui, quand il a fait sa thèse, il l'a mis en lecture annotation avec un plugin, je ne sais plus, c'était WordPress. Oui, le plugin Pundit ou un truc comme ça. Non, c'est du WordPress tout simple. WordPress tout Common Press. Common Press, oui, le plugin Common Press. Donc si ça vous intéresse, cette partie commentaire, donc le mémoire de master de Johanna Daniel porte exclusivement là-dessus. Voilà, elle fait une recension de tous les outils. Et pour elle, c'est sur l'histoire de l'art, c'est sur l'histoire de l'art, mais elle l'a mis fond forme son mémoire. Au moment, aux alentours de mai, elle l'a mis en ligne. Et donc du coup, ça permettait à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui étaient impliquées, ses amis, sa famille, des relecteurs anonymes, peut-être même toi, je ne sais pas si de faire de la relecture, mais de la correction orthographique, ça peut aller de là, jusqu'à des ajouts de références, éventuellement, des idées complémentaires. Ça, c'était très intéressant. C'était un peu le même système pour Alexandre Monin, sauf qu'Alexandre Monin, ça s'est déplacé sur a posteriori sur une page Facebook, je crois. Voilà. Et là, c'est de l'écrit-lecture, donc c'est augmenté à partir... Ce sont des éléments qui sont récupérés depuis, je crois que c'est Isidore en fait. C'est des fragments informationnels. Ça, c'est Thomas Francard qui l'a monté à partir d'un article
comment il s'appelle, le gars de Humanum, Stéphane Pouillot. Voilà, Stéphane Pouillot et Thomas Francard a voulu faire de l'annotation dynamique à partir des recommandations du site de Isidore. Donc il existe un plugin Isidore pour faire ça, pour proposer des contenus en lien direct avec les annotations des carnets hypothèses, par exemple. Donc à partir du moment où les contenus sont segmentés, qu'il y a une éditorialisation fine en amont et une éditorialisation sémantique, j'ai du mal à le dire, une éditorialisation sémantique des contenus et des fragments informationnels dans le contenu initial de n'importe quel document. Il y a la possibilité de faire des pivots avec les contenus de Isidore et de faire de l'annotation dans la partie de droite. Voilà, J'en profite pour dire que Stéphane Pouillot sera là justement le 1er juin prochain. Il viendra présenter Humanum et on discutera aussi de l'articulation. D'accord, ok. Je crois qu'on a. Juste une question, mais avant, est-ce que vous pouvez me redonner le nom de la revue, là, parce que je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Alors, c'est Pire, comme les pères, oui. Et J, derrière, avec un J. Pire J. Juste un J. Voilà. Oui, attaché. Okay. J'ai juste une petite question à poser. Dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique de projet. Donc finalement, cette dimension d'annotation, de commentaires, etc. Comme vous parliez tout à l'heure de, je sais pas d'œuvres ouvertes, mais de documents ouverts, voilà. Effectivement, dans un processus avant d'aboutir à un article fini, est-ce qu'il est une fois fini ou jamais, voilà. Mais donc ma question, j'avais entendu parler d'une revue que j'avais vue d'ailleurs, mais j'ai oublié son nom, dans laquelle on avait effectivement une proposition de texte fini, mais on avait aussi, c'était aussi en sciences dures et même en informatique, par exemple le code, des données brutes, des exemples de début d'expérimentation qui étaient mis avec la proposition d'article. Et en recherche qualitative, de plus en plus, on va par exemple revisiter des corpus, soit des corpus d'entretien, soit des corpus issus d'observation. Et donc, on produit de nouveau des articles ou des recherches. Voilà. Donc, ma question, c'est celle-là. Est-ce que dans votre recherche, vous incluez le fait que ce ne soit pas seulement, par exemple, un texte avec des annotations, des commentaires, etc., mais un texte avec d'autres des liaisons, avec d'autres ressources, par exemple, des corpus d'entretien, des corpus d'observation, des exemples d'illustration qui permettent finalement aux autres utilisateurs, enfin lecteurs scientifiques, de se réemparer des données elles-mêmes aussi pour reproduire sous d'autres aspects ou avec d'autres angles des recherches. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de parler d'appareillage critique là? Est-ce que c'est pas ça un appareillage critique? C'est-à-dire, il me semble que Hyperniche, c'était ça, de Paolo Di Orio, un des premiers projets justement de rassemblement, je dirais d'humanité numérique avant l'heure, parce qu'il y a eu quand même pas mal de projets d'humanité numérique qui ne portaient pas encore ce nom, si vous préférez. Donc rassembler autour d'un auteur à la fois les productions de l'auteur, les productions de sa critique dans le sens large du terme. Et alors par contre, ça s'arrêtait là. Ça restait centré sur l'auteur. Ce n'était pas ouvert finalement aux productions plus actuelles, je dirais, en train de se faire. Là, le processus éditorial est complètement respecté dans son côté classique, c'est-à-dire n'apparaîtrait sur Hyperniche que les documents, c'est-à-dire validés, évalués, revus, relus. Donc on n'est pas dans cette ouverture, dans cette dépli finalement de l'activité qui s'étalerait comme ça sur
Ce que je cherche à faire Peergy, alors je ne sais pas si ça marche. Alors après, il faut faire des études, où est-ce que ça fonctionne, hein, est-ce que ça dépend de la discipline, est-ce que, comme tout est en train de se faire, hein, c'est difficile de faire des... Merci. Dans le chapitre 6 de notre livre sur l'écriture que je vends assez bien, je pense, Camille Claverie et Anaïg Mahé reviennent sur les défis de l'interopérabilité, justement sur le principe de pouvoir inclure des jeux de données pour en faire pour proposer des savoirs. Mais évidemment, à partir du moment où les jeux de données sont là, les jeux de données ils sont réexploitables et ils sont critiquable. Enfin, le jeu de données en lui-même n'est pas forcément critiquable, quoique les conditions dans lesquelles ils ont été réunis, c'est complètement soumis à la critique, mais on peut se les réapproprier et en faire autre chose. J'avais fait une étude pour... c'était Doxy à l'époque, là où je parlais de la manière dont les chercheurs récupèrent l'information scientifique. Voilà. Et donc ça, j'avais énormément de jeux que j'avais anonymisés et que j'avais intégrés sur la plateforme HAL, à côté de mon article. Et donc libre à qui veut d'aller déconstruire mon article et puis dire non, c'est pas cohérent, enfin ce que vous dites n'est pas cohérent du tout avec les données que vous avez. Voilà. Et c'est ce qu'ils font dans Nature. Dans Nature, ils ont des jeux de données qui sont chargés dynamiquement dans les pages en ligne. Et donc libre aux chercheurs de faire usage, enfin aux chercheurs lecteurs de faire usage de sa critique. Et il y a l'aspect de reproductibilité des expériences, par exemple. On prend les jeux de données, on les met sur R. Enfin, évidemment, si c'est une expérience en labo de chimie, c'est un petit peu compliqué de refaire l'expérience avec un logiciel, mais en tout cas, on peut reconstruire l'expérience et critiquer. Je pense que ça fait partie de ce que vous posiez comme question. C'est peut-être des éléments de réponse. Oui, alors moi j'ai une question toute simple en fait. Est-ce que, Gérald, est-ce qu'à un moment donné vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les living books, donc ces ouvrages vivants? Donc est-ce que vous êtes intéressé à un moment donné à ce qu'on appelle les living books, donc ces ouvrages vivants en fait qui n'ont pas de statut, voilà, qui évoluent sans cesse, on prend des contributions extérieures d'un peu partout. Voilà, c'est un ouvrage qui n'a pas de statut finalisé. Et ça a pas mal d'impact sur la lecture aussi, sur le statut d'auteur, sur le statut d'ouvrage, etc. Comment ? Surtout sur le statut. Surtout sur le statut d'auteur. Donc, voilà, la question que je posais, est-ce que vous êtes intéressé à ce phénomène de living books que je trouve vraiment assez intéressant et que je ne connaissais pas à titre personnel, mais que j'ai découvert par hasard avec l'ouvrage d'Alexandre Serre sur l'histoire du web. Donc là, c'est par exemple un exemple d'ouvrage vivant, voilà. Non, je connaissais pas du tout cet exemple. Je suis bien contente d'ailleurs d'en entendre parler, enfin d'un exemple actualisé, parce que c'est vrai que, encore une fois, dans l'expérimentation littéraire, on rencontre en fait cette notion de livre augmenté qui se construit au fur et à mesure des apports des lecteurs écrivains, enfin scripteurs. Mais donc je ne connaissais pas du tout l'exemple d'Alexandre Serre, effectivement, j'irai voir.